Il y a 3 semaines, je publiais une vidéo sur la nécessité pour toutes les ex-colonies d'abandonner les régimes présidentiels et semi-présidentiels au profit de régimes parlementaires pour 3 choses. Premièrement, éliminer les risques de coups d'État, d'assassinat, etc. Deuxièmement, réduire fortement la corruption en col blanc. Et troisièmement, en conséquence, tenir nos dirigeants loin des pièges tendus par les puissances corruptrices et leurs maîtres chanteurs. Après les indépendances, le Sénégal avait un régime semi-présidentiel hérité de la Constitution française de 1958, celle dite de la Ve République. Un président du Conseil, équivalent de Premier ministre, panafricaniste, Mamadou Dia, chef de l'exécutif, coup d'État du président Léopold Sédar Senghor le 17 décembre 1962 qui, positionnant les militaires autour de l'Assemblée nationale, en empêcha l'accès aux députés favorables à Mamadou Dia, le renversant ainsi en ne faisant voter que les seuls députés qui lui étaient favorables. Depuis, le Sénégal, comme partout ailleurs en Afrique, a un régime présidentiel. Mais les élections législatives du 31 juillet 2022 ont donné à la coalition au pouvoir 82 plus 1 député et aux autres 82 députés. Seulement, dans l'un et l'autre camp, les frustrations sont légion. Ce qui fait que le pays est quasiment en régime semi-présidentiel par la force des choses. Avec ce pouvoir qui est, par les faits, donné par la population à l'Assemblée nationale. Je disais que les présidents des régimes semi-présidentiels font toujours tout pour mettre la main sur l'Assemblée nationale. C'est exactement ce qui s'est passé le 12 septembre 2022 à l'Assemblée nationale du Sénégal. Un coup d'État institutionnel dans l'indifférence générale. L'Assemblée nationale du Sénégal, privée de sa souveraineté ce 12 septembre 2022, s'est vue imposer un président nommé par le président de la République. Voilà les images qui feront tache à jamais sur le costume habituellement immaculé de la démocratie sénégalaise. Le Sénégal n'est pas seul à avoir une Assemblée nationale agitée. C'est du reste un signe de vitalité. Renseignez-vous sur les débats de celle de la Grande-Bretagne, par exemple. Vous n'en reviendrez pas. Mais nulle part on n'a jamais vu des députés du peuple élus au suffrage universel direct voter sous la surveillance d'une force militaire, donc sous le contrôle intimidant du pouvoir exécutif. J'ai
lu et relu les articles pertinents de la Constitution en vigueur, celle de 2016, ainsi que la loi organique de l'Assemblée nationale. Et après tout cela, je suis arrivé aux conclusions que voici. Les images de la honte sont la preuve d'un coup d'État institutionnel, comme en 1962, orchestré par la première institution du pays en privant la seconde, donc l'Assemblée nationale, de la souveraineté que lui confère l'article 3 de la Constitution. Pourtant, même au Sénégal, l'affaire semble être passée comme une lettre à la poste, comme on dit. Tout le monde s'en moque. C'est pour cela que je documente cet événement par cette vidéo. Toutes les décisions prises le lundi 12 septembre 2022 en la présence intimidante des forces militaires dans l'espace strictement réservé aux députés sont inconstitutionnelles du fait de la violation du principe de séparation des pouvoirs visé dans le 3e alinéa du proclame du préambule de la Constitution. Elles doivent être déclarées nulles et non avouées. Je recommanderai ce qui suit. Premièrement, pour restaurer la légalité institutionnelle, les députés du peuple, toutes tendances confondues, ont le devoir de dénoncer ce coup d'État institutionnel auprès des juridictions compétentes et de se saisir des dispositifs prévus par les lois pour prononcer la nullité de tout acte accompli sous surveillance militaire le 12 septembre 2022 en violation de l'article 54 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En particulier, l'élection ou la nomination du président de l'Assemblée nationale doit être reprise, cette élection, avec les mêmes candidats, lesquels ont du reste été désignés par leur formation avant l'intrusion de forces militaires. Une séance extraordinaire, telle que prévue par l'article 5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, doit être convoquée immédiatement après celle en cours pour reconsidérer les actes annulés du 12 septembre 2022. Si vous souhaitez suivre l'argumentaire qui sous-tend ce qui vient d'être dit, accordez-moi quelques minutes de plus. Soit dit en passant, j'ai publié cette vidéo sur ma chaîne YouTube citoyenne que je distingue de celle professionnelle où je parle de télécom. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo à votre guise et à voir éventuellement les autres vidéos. Merci d'être resté. Je vais donc aborder deux aspects importants de cette désormais tristement célèbre séance de l'Assemblée nationale du 12 septembre 2022. Premièrement, ce qui semblerait justifier la présence des militaires dans l'espace réservé aux députés. Deuxièmement, les raisons des actes de résistance de certains députés ou des tentatives d'actes de résistance. Commençons par ce qui est présenté comme les fondements juridiques de la présence des militaires. Les ténors de l'exécutif se succèdent sur les plateaux de télévision
soutenant qu'il appartenait au président de la République d'agir conformément à l'article 52 de la Constitution pour restaurer l'ordre et permettre l'élection du président de l'Assemblée nationale. Que dit l'article 52 de la Constitution? En substance, voilà l'essentiel. Je cite: lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions est interrompu, le président de la République dispose de pouvoirs exceptionnels. Ce que cet article veut dire, c'est que cet article, donc cet alinéa, donne dans ces conditions au président de la République des pouvoirs exceptionnels. Ceux-ci n'ont pas été listés. Quand on entend cet article-là, on pense évidemment à une protection que le législateur a voulu prendre en cas de tentative de coup d'État, d'invasion militaire ou de déclaration de guerre d'une puissance extérieure. Mais regardons l'article 52 de la Constitution à l'aune de la situation du 12 septembre 2022 au sein de l'Assemblée nationale. Comme vous pouvez le constater, l'indépendance de la nation n'était pas menacée d'une manière grave et immédiate. L'intégrité territoriale nationale ou l'exécution des engagements internationaux n'était pas menacée d'une manière grave et immédiate. On peut donc simplifier ici, par rapport aux événements du 12 septembre 2022, en enlevant en réalité tout ce qui est coloré sur cet écran. Bien entendu, il en est de même, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics n'a pas été interrompu. Donc, on pourrait lire cet article, cette partie de l'article 52 de la façon suivante. Lorsque les institutions de la République sont menacées d'une manière grave et immédiate, première condition, est que le fonctionnement régulier des institutions est interrompu. Deuxième condition, le président de la République a des pouvoirs, dispose de pouvoirs exceptionnels. Je reprends. Lorsque les institutions de la République sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des institutions est interrompu, le président de la République dispose de pouvoirs exceptionnels. Voilà ce que dit l'article. Essayons maintenant de l'interpréter à la lettre. L'article dit « lorsque les institutions de la République », c'est-à-dire les, ce n'est pas des. Ici, on est très précis, il s'agit de toutes les institutions. Ces institutions-là, elles sont nombreuses. Il y en a 6, me semble-t-il. Le président de la République, l'Assemblée nationale, le gouvernement, le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des comptes et les cours et tribunaux, les derniers qui ont été cités faisant partie du même bloc, le pouvoir judiciaire. Donc, si on lit le texte à la lettre, il faudrait que toutes ces institutions-là soient menacées de manière grave et immédiate pour que le président puisse disposer des pouvoirs exceptionnels. Bon. Sauf erreur de ma part,
la présence des 165 députés à l'Assemblée nationale n'a jamais constitué une menace d'une manière grave et immédiate contre l'institution, la première institution qui est le président de la République. Jamais. Donc, comme au moins une des institutions n'était pas menacée, le président ne dispose pas de pouvoir exceptionnel. Mais soyons et essayons d'être plus souples en essayant d'interpréter cet article-là, non pas à la lettre, mais dans son esprit. Supposons, et ça c'est encore mon interprétation à moi, c'est juste pour être gentil, on pourrait lire cet article de la façon suivante. Lorsque les institutions ou lorsque une des institutions de la République est menacée d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier de cette institution est interrompu, le président de la République dispose de pouvoirs exceptionnels. Je vais aller encore plus loin dans la gentillesse. On aurait pu lire lorsque l'Assemblée nationale, qui est la deuxième institution du pays, est menacée d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier de l'Assemblée nationale est interrompu, le président de la République dispose de pouvoirs exceptionnels. Alors, est-ce que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec les 120 députés, 165 députés, constituait une menace grave et immédiate? Je ne pense pas que l'institution était menacée, personnellement. Mais d'autres peuvent avoir une autre interprétation. Mais imaginons même qu'elle ait été menacée. Est-ce qu'il s'agissait donc d'une menace grave? Qu'est-ce que c'est qu'une menace grave? Un député qui s'est saisi de l'urne pour la mettre de côté pour qu'on n'y mette pas des bulletins contestables. Je ne sais pas ce que je considérerais comme une menace grave et immédiate. Mais soyons grands princes. Imaginons qu'on considère que le fait que les députés essayent d'empêcher le bourrage d'une urne soit considéré comme grave et immédiat. Immédiat, ça l'était, mais grave, c'est monsieur. Mais bref, accordons cela encore. Alors, est-ce que dans ces conditions, le fonctionnement régulier de l'Assemblée nationale était interrompu? Non, donc la séance a continué. Il y a des dispositions, des dispositifs qui permettent de continuer le travail, quelles que soient les circonstances, les conditions, sauf s'il y a menace grave immédiate. Ok, soyons là encore grands princes et considérons que l'Assemblée nationale le fonctionnement régulier de l'Assemblée nationale était interrompu. Tout cela pour donner simplement donc au président de la République les pouvoirs exceptionnels qui lui sont promis par cet article. Donc, partons du principe que l'Assemblée nationale était menacée d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement de cette Assemblée nationale était interrompu. Alors, donc, nous donnons au président de la République les pouvoirs exceptionnels qui lui sont promis ici. Seulement voilà, la Constitution dit aussi la chose suivante. Il peut, c'est-à-dire le président de la République peut. La Constitution ne dit pas le président de la République doit. Il peut
après en avoir informé la nation par message, prendre toutes mesures tendant à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions et à assurer la sauvegarde de la nation. C'est la Constitution qui le dit. Est-ce que quelqu'un a entendu, avant l'entrée des forces militaires dans l'Assemblée, est-ce que quelqu'un a entendu un message à la nation du président de la République? Il n'y en a pas eu. Soyons grand prince là aussi. Le 16 septembre, donc 4 jours après, le président de la République a appelé la nation par message urgent pour des raisons que toute la presse a essayé de comprendre. Personne n'avait absolument rien compris à ce message. Moi, je pense qu'un des conseillers a dû relire l'article 52 et lui dire attention, Monsieur le Président, peut-être que ce jour-là, vous auriez dû vous adresser à la nation conformément à la Constitution. Bon alors, donc, il l'a fait avec 4 jours de retard, après tout. Bon. Donc, par conséquent, si c'est le président de la République qui a pris la décision de faire intervenir une force militaire dans l'espace réservé aux seuls députés, sans en avoir informé la nation au préalable et par message, cette décision est inconstitutionnelle et relève du coup d'État institutionnel. C'est clair. Ce n'est pas contestable. Si maintenant c'est la présidente provisoire ou par intérim, aidée par l'administration de l'Assemblée nationale, qui a pris cette décision, c'est encore plus grave, car la décision inconstitutionnelle, catastrophique pour l'image du Sénégal, relèverait de l'incompétence d'une équipe de pieds nickelés, incluant toute la hiérarchie qui en a été informée. Un coup d'État institutionnel par erreur, c'est du jamais vu. Mais soyons objectifs. Toutes les décisions qui sont prises au Sénégal et à ce niveau sont prises par le président de la République en personne. Pourquoi certains députés ont-ils réagi? Il semblerait que des faisceaux convergents de suspicions de manœuvres frauduleuses ont été détectés. La coalition dirigée personnellement par le président de la République a tenu le week-end du 10 au 11 septembre un séminaire résidentiel sur la côte, quelque part loin de Dakar. Le lundi 12, donc, les députés de cette coalition auraient été transportés par bus directement du lieu du séminaire à l'Assemblée nationale. En fait de séminaire, on dirait qu'il s'agissait d'une douce garde à vue pour qu'il ne manque pas un seul député lors du vote pour l'élection du président de l'Assemblée nationale. Si les députés concernés sont consentants, rien de l'interdit. Ici, juste une parenthèse, il est clair
que la Constitution du Sénégal devra être rapidement amendée pour que l'institution respectable qu'est le président de la République ne puisse plus cumuler cette fonction avec toute autre, notamment partisane. Le président de la République du Sénégal, je l'ai déjà dit, est une institution que nous devons tous respecter parce qu'elle représente, elle agit au nom et pour le compte de tous les Sénégalais. De tous les Sénégalais, qu'ils aient voté pour lui ou pas. Donc, il ne peut pas être chef d'un parti en même temps, c'est-à-dire d'une infime partie des Sénégalais. Que s'est-il passé dans la salle de délibération de l'Assemblée nationale ce jour-là? Des enveloppes pré-remplies du seul bulletin de vote en faveur du candidat nommé par le président de la République ont été distribuées dans la salle par l'un des huissiers de l'Assemblée nationale au seul député de la coalition présidée par le président de la République. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est ainsi violé car les votes doivent y être libres et secrets. Une enveloppe pré-remplie d'un seul bulletin n'est pas l'expression de la liberté et du secret du vote des députés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, des procurations de vote ont été établies systématiquement pour chacun des 82 députés de la coalition présidée par le président de la République et confiées au député Farbassar, si je ne me trompe, ou à un autre député, à charge pour lui de voter pour le candidat du président de la République en cas d'absence d'un député, ce qui aurait permis d'ailleurs d'absenter, entre guillemets, les éventuels récalcitrants et de placer en leur nom et à leur corps défendant le bulletin du candidat du président de la République dans l'urne. C'est une pratique illicite de bourrage des urnes. Voilà ce qui s'est passé. Tous les députés du peuple auraient dû faire corps pour s'opposer par principe à la violation du caractère secret du vote et au bourrage de l'urne. Mais il y a autre chose. L'incompatibilité des fonctions de ministre qui relèvent de l'exécutif et de députés relevant du législatif est consacrée par la Constitution en son article 54, mais aussi par les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale en son article 109. On ne peut pas être ministre et député en même temps. Quand on est ministre, on n'a pas accès à l'espace réservé aux députés et à voter. C'était le point de friction le plus important. Les uns ont estimé qu'un candidat est député dès l'instant où le pouvoir judiciaire valide son élection. Ça, c'est ce que dit la Constitution. Les autres, soutenant que le député élu ne devient réellement député qu'à l'issue de son entrée en fonction. Ce qui semble être reflété dans le règlement de l'Assemblée nationale. Mais le règlement de l'Assemblée nationale n'est qu'une loi organique demandée par la Constitution. Mais si cette loi, comme toute autre loi, vient contredire la Constitution, sauf erreur de ma part, c'est la Constitution qui doit
prévaloir. Le président de la République aurait pu régler le problème en mettant fin à temps à la fonction de ministre des 3 députés concernés pour ne pas perdre leur vote en faveur du candidat qu'il a nommé pour présider l'Assemblée nationale. Mais il aurait été accusé de magouille politique s'il leur restituait leur fonction de ministre 5 jours plus tard. Je dois dire que l'accusation de magouille politique ne disparaît pas si, après le vote pour élire un président, ces ministres démissionnent dans les 8 jours de leur mandat pour rester ministres, alors que donc leur vote a pu être déterminant pour l'élection d'un président. Je passe sous silence les histoires de bulletins de vote colorés ou pas, produits par les pieds nickelés qui administrent l'Assemblée nationale. On peut se poser la question de savoir si tout cela justifiait des gestes de résistance jugés déplacés par certains, notamment au sein de la presse. Le règlement de l'Assemblée nationale prévoit en son article 9 des débats sur les questions de procédure avant l'élection de son président. Et pourquoi ces débats n'ont-ils pas eu lieu? La présidente provisoire aurait pu suspendre la séance. C'est l'article 11 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui le dit. Jusqu'au mardi 20 septembre, par exemple, ce qui aurait solutionné ipso facto la question de l'incompatibilité ministre-député, parce que les députés auraient eu ces 8 jours-là pour choisir soit de rester député ou de démissionner de leur poste de ministre, ou de démissionner de leur poste de député et d'être remplacés par un suppléant s'ils en ont. Pourquoi la présidente n'a-t-elle pas décidé d'une suspension de séance? Qui a donné à la présidente par intérim l'ordre de forcer la procédure d'élection du président de l'Assemblée nationale malgré les suspicions de fraude et les malentendus non dissipés? Des députés de l'opposition ont alors essayé d'empêcher le purage de l'urne. Les forces militaires sont entrées dans la salle, sécurisant, entre guillemets, le vote favorable des seuls députés de la coalition présidée par le président de la République et le vote blanc d'un non-inscrit. Les députés de l'opposition et un non-inscrit ont refusé de voter en présence des militaires et des ministres dans l'espace réservé aux seuls députés. Est-ce que lors de la présidence du président nommé par le président de la République, nomination qui, en principe, est valable pour un an, est-ce qu'il aura à donner son aval pour la nomination d'un ou de plusieurs membres du pouvoir judiciaire, notamment du Conseil constitutionnel? Question. C'est très important, mais je ne rentre pas dans le détail. Et vous, placé dans les mêmes conditions, qu'auriez-vous fait ? À la place des députés de l'opposition et du non-inscrit? 1.
qu'auriez-vous fait? Pour ce qui me concerne, j'aurais tout fait pour faire échouer les manœuvres frauduleuses, s'il y en a. Mais j'aurais voté en me préservant ou en me réservant la possibilité de convoquer une session extraordinaire, conformément à l'article 5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, avec comme seul point à l'ordre du jour la reconsidération de l'élection du président de l'Assemblée nationale. C'est donc là les raisons pour lesquelles, ayant fait le constat initial, j'ai proposé les recommandations que j'ai déjà lues et que je vous présente encore ici. Il est important, même s'il n'y a pas eu mort d'homme, même s'il n'y a pas eu, disons, un renversement d'un gouvernement comme en 62, les députés du peuple, toutes tendances confondues, ont le devoir de dénoncer ce coup d'État institutionnel auprès des juridictions compétentes et de se saisir des dispositifs prévus par les lois pour prononcer la nullité de tous les actes accomplis sous surveillance militaire le 12 septembre 2022 en violation de l'article 54 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est vraiment très important parce que c'est un précédent grave. C'est un précédent grave. En particulier, l'élection du président de l'Assemblée nationale doit être reprise avec les mêmes candidats, lesquels ont été désignés avant l'intrusion des forces militaires. Une session extraordinaire, conformément à l'article 5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, doit être convoquée immédiatement après celle en cours pour reconsidérer les actes annulés du 12 septembre 2022. Ça serait une session d'une seule journée. Ce n'est pas très compliqué. Voilà, mesdames et messieurs, en substance, ce que je voulais dire en cette circonstance douloureuse et très importante. J'espère que nous allons tous entendre raison. L'état de droit est une protection et une garantie valable pour tous les citoyens. L'Assemblée nationale est une institution essentielle. Je suis de ceux qui pensent que si toute l'Europe s'est débarrassée des régimes présidentiels pour, au pire, n'adopter que des régimes semi-présidentiels, mais que toute l'Europe fonctionne selon les principes d'un régime parlementaire, il ne faut pas négliger, minimiser ou oublier ce fait important qui a été commis contre cette institution qui est donc une institution au cœur de notre République. Oui, je pense que l'Assemblée nationale doit être la première institution du pays et que le régime, un régime pour pouvoir mener au développement, mener à la stabilité nécessaire pour le développement, mener à cette stabilité sans laquelle la confiance de nos partenaires financiers, économiques, juridiques, politiques, sans laquelle tous ces partenaires-là n'auront pas confiance en nous.
ce régime parlementaire est une nécessité. Et si nous ratons l'occasion de nous y inscrire et de protéger l'Assemblée nationale avec des textes clairs, précis et sûrs, on a beau dire, on aura beau faire, mais nous continuerons à livrer l'avenir économique, politique, militaire, social de toutes les populations sénégalaises et par extension d'une certaine population africaine à la volonté de puissances extérieures qui, elles, ayant ce régime parlementaire, sauront tirer leur épingle du jeu en nous imposant leur volonté, qui n'est simplement que celle de la loi du plus fort. Je vous remercie.